Merci pour l'invitation. Oui, je suis prof en informatique, dont j'enseigne l'IA aux États-Unis, mais j'ai un très bel recrutement de votre gouvernement pour rechercher l'IA et en particulier, je monte une équipe projet à INRIA qui traite le changement climatique et confronter les problèmes de durabilité environnementaux avec de l'IA. Là, c'est une belle photo que j'ai prise il y a 2 étés à Aspen, Colorado. Et ça montre qu'on peut vivre tous ensemble, les animaux sauvages, avec la nature et l'infrastructure humaine. Et ça, c'est un rêve qu'on peut mettre en priorité, mais en même temps, là, il y a une photo beaucoup plus triste de ce partie du monde à Colorado il y a 2 ans. Et c'est un exemplaire que les dangers des événements extrêmes météo peut impacter sur notre société humaine. Et c'est plus prononcé quand ils s'enchaînent. Par exemple, on avait sécheresse dans cette région-là, et dans cette région, quand on n'a pas de neige, ça, c'est notre première source de l'eau. Alors, on n'avait pas de neige depuis tout l'automne et hiver 2021. Alors, les herbes et la couverture du sol étaient très, très sèches. Finalement, il y aura une tempête de neige, mais juste avant, avec cette tempête, il y avait des vents très, très fortes, genre jusqu'à 160 km par heure. Alors, dès qu'il y avait une ignition de feu, c'est devenu un grand feu de forêt qui a sauté notre autoroute majeure dans plusieurs lieux, portés par des petites pièces de bois qui brûlaient. Et tout d'un coup, un après-midi, plus de 1000 maisons étaient complètement détruites. Et ça n'est pas dans la forêt, ça n'est pas dans la montagne, ça n'est pas aux frontières avec la forêt sauvage. C'est dans notre banlieue de Denver. Et en fait, ce n'était pas même un feu de forêt porté par des arbres. C'était porté que par d'herbes. C'était dans notre banlieue. Un autre exemple avec les événements extrêmes qui peuvent enchaîner pour avoir des très grands impacts, c'était en 2018 en Californie. Et comme ici, en Méditerranée, dont on a plusieurs de maisons et villages tout près du côte du mer, et après on a des collines et après des petites montagnes. Là, on avait une sécheresse. C'est Californie, alors il y avait du sécheresse. Il y avait un feu de forêt dans les collines et montagnes qui étaient juste arrière des villages. Et avec ça, le trace de feu de forêt, il n'y a pas beaucoup d'arbres, évidemment. Alors, quand il y avait une pluie très intense, il y avait un glissement de terre, un éboulement. Et c'est horrible, quoi. On a des très grandes pierres qui viennent dans votre salon. Et on avait une telle perte de vie, en plus de la rupture de notre infrastructure. Alors, je montre ça. Ça, c'est des exemplaires aux États-Unis.
vous avez tout à fait les mêmes choses aux régions méditerranéennes. Et on a déjà des impacts très, très profonds. Et avec cette motivation-là et aussi les évidences faites, par exemple, par le GIEC de notre chauffement climatique, pendant plus de 15 années, j'ai ciblé mon agenda de recherche en IA pour mieux confronter le changement climatique. Là, toutes ces photos sont soit de Colorado ou Californie, mais vous avez maintenant pas mal des exemplaires en France, en Espagne, en Italie, Grèce. Et je suis contente qu'après un peu de temps aussi à Davos, le Forum économique mondial aussi a lancé un appel à agir, c'était un livre blanc qui s'appelait « Exploiter l'intelligence artificielle pour la Terre ». Ils ont aussi reconnu notre chemin de recherche qui s'appelait « Climate Informatics ». Ça veut dire faire la même chose pour la science du climat que le bioinformatique a fait pour la biologie. C'est de très accélérer avec les algorithmes d'apprentissage automatique, l'algorithme de IA. Et ce qu'ils disent, c'est que oui, on sait bien que les IA peuvent augmenter notre économie, notre GDP et les économies, par exemple, en ligne, trouver des vidéos des chats. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'IA aussi pour protéger notre Terre et confronter le changement climatique? Bon. Aujourd'hui, c'est une très c'est bien d'être dans ce champ-là, comme tous les deux, Philippe. J'ai vu que notre journal que nous avons lancé les derniers jours de 2020, chaque année avait un nombre d'articles soumis aux revues qui doublait. Alors, parce qu'il y avait un petit peu de lacunes. On a les journaux en informatique qui prioritisent que les algorithmes. Après, on a les journaux dans les domaines qui prioritisent pas beaucoup les méthodes d'analyse, mais plutôt les résultats scientifiques. Alors, on est à cet carrefour et il y a beaucoup de besoins et intérêts. Aussi parce qu'on a la jeunesse maintenant qui s'intéresse beaucoup à confronter le changement climatique, même qu'ils étudient n'importe lequel sujet. Alors, tous ces champs de sciences de données, aussi avec l'IA, peuvent confronter des problématiques environnementales. Bon. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est un aperçu de les enjeux, les problématiques dans lesquelles on a déjà vu que l'IA peut être appliquée, peut aider, et aussi notre but pour l'avenir de notre recherche. Et en fait, l'équipe projet que je monte à INRIA Paris a le même nom, mais en anglais, AI Research for Climate Change and Environmental Sustainability, ou ARCHES. Alors, je donne ici un résumé et après plus ou moins une diapositive pour un exemple sur chacun des trois axes
que j'ai mis dans ordre chronologique. Par exemple, avec tous les feux de forêt, les éboulements de terre, ça se passe déjà. Et on vit peut-être des outils de prévision basés sur l'IA pour mieux prévenir aux communautés dans le chemin des extrêmes comme les ouragans ou les feux de forêt. Et il faut court terme ou même nowcasting, ça veut dire prédiction en temps réel. Je voudrais dire aussi l'adaptation au changement climatique. C'est là quand on a il faut s'engager très bien avec les communautés, les municipaux et ceux qui font les décisions. Et c'est pour ça aussi que je suis contente d'être venue parce que j'ai connu que c'était un mélange d'expertise et de policy. Et je parlerai après, enfin, de la justice climatique et l'héritage de l'injustice climatique, au moins aux États-Unis, que je connais. Alors, moyen terme. Là, on traite de l'atténuation des pires risques de le changement climatique. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant jusqu'au moyen terme, 5-10 années, pour qu'on émisse moins de carbone et on peut atténuer peut-être la rapidité de ce réchauffement climatique. Là, je vais parler de comment l'IA peut accélérer la transition énergétique. Et finalement, au long terme, quand même le GIEC, le NASA, autres groupes demandent aux climatologues des prévisions long terme. Ça, c'est difficile à faire, mais l'IA peut aider quand même à réduire les incertitudes. Bon. Et pour expliquer notre façon de faire cette recherche, notre approche importante, c'est qu'on peut utiliser tout type de données qu'on a. Et ils sont assez différents. En fait, comme on a déjà entendu, on a des modèles physiques qui simulent l'atmosphère, l'océan, le processus sur Terre et le processus dans la cryosphère. Et comme les modèles de circulation générale qui sont utilisés dans la prévision de la GIEC. Mais on a aussi les modèles numériques de prévision météorologique. J'ai entendu qu'il y a le Météo France. Et ce type de modèle faisait des prévisions 7 ou 10 jours en avance, avec plus de précision au niveau de échelle d'espace. Mais pourquoi pas ne traite pas les simulations comme données pour être à l'entrée d'un entraînement de IA? Pourquoi pas? Et ça, c'était notre observation originale il y a 16 ou 15 ans, parce que ça nous aide. Je veux dire que l'avenir n'a pas des observations. L'avenir, il y a très faible de données ou pas du tout de données, sauf si on considère les simulations physiques comme données. Après, oui, on a les données de télédétection et c'était très bien expliqué ce matin.
mais c'est éparse quand on regarde dans le passé. Et dans le passé long terme, il n'y avait pas, évidemment, les satellites. Et même les stations in situ, c'était beaucoup plus éparse. Alors, cet temps d'observation, c'est assez récent. C'est très, très dense maintenant dans l'espace, mais ce n'est pas très long dans le temps. Et je fais un point sur cet type de données au milieu qui s'appelle données de réanalyse. Et en fait, il y a un processus, l'assimilation de données, qui des experts dans la physique et la météo et la mathématique ont créé depuis trentaine, cinquantaine d'années. Et c'est très important et intéressant. Il prend les observations et pour faire un jeu de données sur une maille de latitude et longitude, il utilise les lois de physique. Parce que la physique dit qu'on doit avoir équilibre d'énergie et d'énergie et autres lois physiques. Et comme ça, on a un produit de données, un jeu de données aux mailles spatiales, mais qui respecte les lois de physique. Pourquoi je parle de ça? Alors, dès à peu près la fin de 2022, alors les dernières 2 années, il y avait une rupture, une révolution dans la prévision de météo à terme de 7 ou 10 jours. Chaque entreprise dans la high-tech qui font leur modèle préféré de deep learning, apprentissage de neurones profondes, ont entraîné leur modèle préféré sur un seul jeu de données, le RA5, qui a été montré par Philippe. Et juste comme le chat GPT, c'est intelligent seulement parce que ce que tous les humains dans l'histoire ont déjà écrit en ligne était intelligent ou pas. C'était entraîné sur ça et les modèles météo qui font des prévisions mieux que les méthodes traditionnelles maintenant, qui était récemment montré par le ECMWF. ECMWF, c'est le European Center for Medium Range Weather Forecasting, qui a montré que le Google DeepMind et le Huawei ont chacun un modèle de deep learning qui a la performance mieux que leur modèle traditionnel basé sur la physique. Mais il s'est basé, chacun s'était basé sur entraînement sur un seul jeu de données qui était financé par l'Union européenne avec le projet Copernicus et qui a dû utiliser beaucoup d'expertise humaine pour faire des algorithmes et les règles et mieux comprendre les lois de physique. Alors, juste comme le ChatGPT est basé sur notre expertise dans l'historique, même chose ici. Alors, peut-être on peut aller dans une prochaine étape dans laquelle on peut utiliser l'IA que sur les données observées. Ça c'est la prochaine étape. Mais pour le moment, c'est basé sur la réanalyse. Bon, autre mot sur notre approche au niveau des méthodes. Quelqu'un a déjà parlé de label. C'était intéressant, un mot anglais traduit, mais ça veut dire l'annotation. On a beaucoup des images des chats
sur l'Internet. Et pour entraîner un modèle pour reconnaître les chats dans les images, avant, il fallut quelqu'un d'annoter, là, il y a un chat, là, il n'y a pas un chat. Et ça s'appelle labeled, annoter les données. Et dans notre champ géospatial, on a plusieurs de mesurements, beaucoup de télédétection, beaucoup de données, et on a beaucoup plus de données que des données déjà annotées. Alors, c'est mieux de s'appuyer sur les méthodes qui n'ont pas besoin de les labels. Et cet cadre s'appelle l'apprentissage non supervisé. Et la plupart maintenant de méthodes pour confronter à ça, c'est de désigner une méthode auto-supervisée. Et peut-être dans la discussion, je peux donner des détails. J'ai pas allé dans les détails, mais c'est notre façon de faire maintenant dans mon équipe. Et aussi l'IA générative. Je voudrais juste noter que peut-être si vous n'êtes pas praticien de IA et tu lis le journal, quand il parle de l'IA génératif, normalement, il parle de générer, par exemple, le texte, le Large Language Model, comme le GPT. Mais en fait, la technologie, le modèle d'entraînement, c'est mathématique. Ça ne doit pas être entraîné sur les données qui sont les documents de texte. On peut les entraîner sur les données de météo. Une champ spatial des vents, une champ spatial de pression ou température. Alors, nous, on utilise l'IA générative comme ça. Et pourquoi? Parce qu'on peut avoir des scénarios, on peut avoir des probabilités, les incertitudes, et c'est mieux interprétable pour les communautés. Après, nous travaillons nous sommes conscients que le climat change. Alors, on ne peut pas utiliser que les algorithmes d'apprentissage qui sont enseignés dans le premier cours de le Masters, parce que là, on a les fortes assumptions, par exemple, que les données ne changent pas avec le temps. Ça veut dire independently, identically distributed data. C'est une assumption dans la statistique, mais ça ne marche pas avec le marché aussi, par exemple Wall Street, mais aussi avec le changement climatique. Bon, OK, je donne un aperçu de chacun de notre axe. On revient aux les grands événements extrêmes de début et on a montré qu'on peut prédire le chemin de l'ouragan un jour avant avec plus de précision que les modèles conventionnels au National Hurricane Center aux États-Unis. Mais maintenant, c'est déplacé avec les résultats de Huawei et DeepMind qui font déjà mieux prédire le chemin de l'ouragan 7 jours en avance que les méthodes traditionnelles. Après, on a collaboré avec quelques départements d'État, par exemple en Inde, ici en France, pour quelques problématiques. Par exemple, le monsoon d'été en Inde, ça a de grands impacts sur tout le GDP parce que ça a des impacts sur l'agriculture.
Et pour savoir quand il y aura de la sécheresse, quand il y aura de la crue, inondation, quelques mois avant, ça peut vraiment aider. Et on a utilisé pas que le réseau de neurones profondes. On a utilisé aussi les méthodes de l'analyse causale qui viennent aussi de l'apprentissage automatique probabilistique. On a fait un projet avec le Météo France Grenoble parce que là, les capteurs, pour savoir quand il y avait un dépôt d'avalanche, les capteurs sont vraiment des humains qui doivent randonner d'hiver dans les couloirs de Haute-Maurienne et c'est dangereux. Alors, on a donné du sol, mais c'est très limité et on ne peut pas avoir plus. C'est biaisé parce que soit quelqu'un, par hasard, lance une avalanche ou aussi, d'habitude, les couloirs sont plus accessibles, sont lesquels près des stations de ski. Alors, on a les données très peu sur Terre, mais on a la télédétection. On a beaucoup de données de télédétection. Et là, on a montré qu'en fait, c'était mieux d'appuyer sur les méthodes non supervisées à cause de ça. La supervision avait besoin de ces gens qui randonnaient dans les conditions dangereuses, mais avec le non supervisé, on peut avoir plus de précision. Maintenant, je parle de l'avenir et ce qu'on fera. J'ai parlé de cette révolution dans l'IA pour la météo. On aide avec ça. On vient d'avoir notre revue, article accepté. Ça veut dire, en ce article, on a montré s'il y a une prévision numérique faite par des modèles de physique, peut-être on voudrait quantifier ou réduire l'incertitude dans la prévision à quelques sites ou quelques stations. Alors, on peut utiliser le IA probabilistique génératif pour créer pour synthéser tout un ensemble de prévisions probabilistiques. Alors, quelques méthodes qu'on va utiliser, aussi les modèles de diffusion. Après, en fait, le deuxième Philippe, qui est dans le LATMOS, on a lancé notre équipe commune avec le LATMOS. Et là, il traite beaucoup de données de précipitations. Ça nous intéresse. Pourquoi? Alors, c'est une des grandes causes pour les inondations, les feux de forêt, les événements très, très extrêmes. Mais en même temps, les données, c'est très difficile à mesurer. Imaginez que la plupart du monde, c'est couvert par la mer, les océans. On ne peut pas mettre juste une verre sur l'océan pour recueillir la pluie. Après, ce n'est pas une distribution normale, c'est discrète en temps et dans l'espace. Et ça fait partie de notre travail sur événements météorologiques extrêmes. Évidemment, ils ont des gros impacts sociaux. Mais au niveau le défi qu'on a pour l'IA, c'est que, par définition, si un événement est rare, alors on n'a pas beaucoup d'exemplaires dans le données historique et ça donne un déséquilibre. Après, on a vu que les grandes entreprises high-tech qui font la prévision météo, ils entraînent les IA utilisant les entraînements standards. Ça veut dire
on favorise les modèles qui ne font pas beaucoup d'erreurs en moyenne. Mais si on favorise la performance en moyenne, qu'est-ce qui se passe sur les coûts de distribution? Les tails, ça veut dire les événements extrêmes, par exemple, très très chaud, très très froid, beaucoup de pluie ou beaucoup moins de pluie. Alors ça, c'est un champ pour nous aussi. Deuxième axe, je donne qu'une diapositive ici, mais c'est l'atténuation du changement climatique ou quand même des pires risques de changement climatique. Et en gros, on cible de diminuer les émissions de carbone. Un levier, c'était d'accélérer la transition vers l'énergie verte. On a montré, et ça c'était aux États-Unis, dont nous avons travaillé avec le National Renewable Energy Lab, NREL, au Colorado aussi, a montré que dans un marché capitaliste, si j'opère une grille d'électricité, c'est important à moi que les coûts soient bas. Mais si j'ai d'incertitude de quand il fait soleil ou quand il fait du vent, assez pour avoir ces sources renouvelables d'énergie, quand il y a une grosse incertitude, alors ça coûte plus. Pourquoi? Parce que je dois être prête à faire l'équilibre de besoins sociétaux avec autres sources. Et les sources peuvent être chères, ils peuvent être aussi chères dans l'impact carbone. Alors, on a montré que avec l'apprentissage de réseaux profondes séquentiels, on a pu diminuer l'incertitude. Moins d'incertitude aux États-Unis, ça traduit directement en moins coût. Alors, ça fait un levier pour qu'ils utilisent plus de, par exemple, solaire. Maintenant, on a 2 projets EDF. Je fais partie d'un défi EDF INRIA, mais aussi un autre projet. Et eux, ils comprennent bien qu'avec le changement de circulation des vents, parce que le réchauffement climatique, c'est une chose. Aussi, on a vu que aussi les circulations sont en train de changer. On a vu des exemplaires des sécheresses et des polar vortex. Alors, les vents changent. Peut-être nos éoliennes ne sont pas dans les lieux optimaux. Et où est-ce qu'on doit mettre les éoliennes? En même temps, les conditions changent. Il y a récemment des évidences qu'en moyenne, le niveau de vent diminue. En moyenne. Mais quand même, on peut avoir des extrêmes de vent très, très fortes. Les éoliennes actuelles ne fonctionnent pas dans cette condition de vent. C'est trop fort pour eux. Alors, il faut reconcevoir, redévelopper l'éolienne d'avenir pour être opératif dans ces conditions-là et probablement les déplacer. Et même chose avec les parcs photovoltaïques et les panneaux photovoltaïques, parce qu'il y a évidence que les températures et les motifs d'irradiance, d'ensoleillement sont en train de changer. Et je vais expliquer un tout petit peu comment on fera ça avec l'IA après. Aussi, on vient de lancer un nouveau projet. J'ai un étudiant qui a, en fait, 2 étudiants qui sont venus du Canada
Et ils ont fait plus ou moins la même chose de regarder le source de carbone ou estimer le volume de forêt en Canada. C'est très important. Ils ont utilisé le IA. Mais cet étudiant a noté que dans le champ de climatologues, il existe des incertitudes très, très grandes à les effets, les impacts que chaque changement d'utilisation de terre ou de terrain peut avoir sur les flux carbone, sur le cycle de carbone. Ça peut être soit de CO2, soit de méthane, mais c'est très incertain. Alors, si je coupe toute une forêt et j'ai après agriculture, oui, probablement j'ai moins de puits de carbone, mais aussi par hasard, il y a un feu de forêt. Après, j'ai pas des arbres, j'ai que des haies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'échelle de l'impact dans le temps et l'espace? En fait, là, on a beaucoup d'incertitudes. Et c'est difficile alors pour les communautés de décider que faire. Alors, on espère, en parlant avec les modélisateurs de processus de terre, par exemple à IPSL, qu'on peut aider avec l'IA. C'est beaucoup vite avec l'IA d'émuler un modèle comme ça et de générer plus de scénarios et des ensembles pour mieux comprendre ces enjeux-là. Mais nous sommes en train de monter ce projet. Et finalement, avec cette révolution sur l'IA pour météo, les grandes entreprises ont montré qu'après l'entraînement, qui est dur au niveau numérique, mais qui dure une seule fois. Après, pour faire les prévisions, c'est très rapide. Quelques secondes. Quelques secondes, on a la prévision pour tout le monde, 10 jours en avance, toute la météo. Mais à Rome, par exemple, la Météo France fait la prévision météo en quelques heures. Ça veut dire qu'on n'a pas une prévision chaque minute. Ça vient quelques fois par jour et c'est lourd parce que c'est l'ordinateur de haute puissance. Et là, ça a une empreinte carbone. Et ça, c'est intéressant. Il y avait avant cette demande les impacts de l'IA. Et c'est vrai, en général, je suis chercheuse dans l'IA et en général, oui, pour demander à ChatGPT mon vidéo de vacances, c'est lourd. Mais prévision de météo, là, c'est un champ dans lequel l'IA peut diminuer le besoin numérique. Parce que pour préviser, c'est très, très vite, très efficace, plus que les modèles physiques. Au niveau de modèles climatiques, ça peut faire une prévision dans des heures qui, pour le GEC, avant utilisé, par exemple, les mois. Mais c'est une demande ouverte si l'IA peuvent faire la prévision au niveau du climat. Parce que le climat, c'est non-stationnarité et c'est pas... la façon dans laquelle l'IA pour la météo s'était entraînée, la communauté ne sache pas déjà si ça marchera aussi de les grandes échelles. Et ça, c'est une chose dans laquelle aussi nous travaillons. Finalement, le troisième axe, c'est quand quelqu'un demande pour une prévision long terme. Alors là, on utilise, comme j'ai dit, les prévisions des modèles.
Mais les prévisions de les modèles sont à grande échelle. Je vais expliquer dans le prochain diapositive. Je voudrais juste dire que mon premier article dans ce champ-là, c'était avec un des co-auteurs de Jack, un modélisateur. Et ils disent, regardez, dans l'avenir, quelques modèles de Météo France et de IPSL et de NASA et de Allemand et Japon, ils sont d'accord dans le passé, mais dans l'avenir, ils ne sont pas du tout d'accord. Par exemple, si la précipitation en moyenne va augmenter ou diminuer, on a beaucoup de demandes ouvertes avec beaucoup d'incertitudes quand on compare les modèles de niveau global qui contribuent à la GIEC. Ils ne s'accordent pas. Et ce qu'on a fait, c'était une trajectoire de recherche montrant que l'IA n'est pas les réseaux de neurones profonds. Le online learning with expert advice, c'est très sobre en énergie, sobriété. Ça ne coûte pas beaucoup au niveau de heures d'ordinateur. Et on peut adaptivement faire une moyenne avec les poids qui évoluent. OK, je ne vais pas dans la technique, mais on utilise les données historiques, on les compare aux les prévisions de chacun des modèles dans l'ensemble, et après on utilise l'algorithme d'IA pour réduire l'incertitude dans la prévision de tout l'ensemble. Après, NASA nous demande des questions très ambitieuses, par exemple, que soit la tendance de niveau de mer 30 ans dans l'avenir, et pas que globalement, mais aussi sur quelques îles très importantes dans le Pacifique. C'est une question difficile, mais on utilise l'IA, je vais expliquer un petit peu. Bon, là, je donne qu'un exemple de un des leviers avec l'IA qu'on utilise. Alors, cette figure, c'était fait par une autre équipe. Il montre au niveau d'espace sur l'axe X et de temps au l'axe Y, la résolution des simulations. Alors, les modèles physiques qui donnent leur avis pour faire les rapports de GIEC, ils sont le Global Climate Models ou General Circulation Models, c'est en haut et en bas dans la boîte orange au niveau de résolution temporelle et spatiale. Bon, nous ne pensons pas que chaque petit cristal de neige a été modélisé. C'est bon. Mais peut-être vous êtes surprise que les cyclones, les grandes trajectoires et même les nuages ne sont pas même modélisés dans les grands modèles. Et ça, c'est un problème et c'est important. Par exemple, les nuages sont clés dans l'avenir de le changement climatique, mais ils ne entrent pas dans les grands modèles. Après, comme on a ciblé les axes pour confronter le changement climatique, il y a un problème dans chacun qui a besoin d'une échelle plus petite, soit en espace, soit en temps, ou soit tous les deux. Par exemple, pour le EDF, pour reconcevoir les éoliennes de l'avenir et où les placer, on doit penser dans les
petits champs que peut avoir quelques éoliennes, pas les très grandes boîtes de discrétisation qui sont utilisées dans le GCM. Alors, l'idée d'aller d'un champ de données à grand maille à petit maille, ça s'appelle downscaling en anglais, ou réduire les échelles de données. Et ça existe. Ils ont des méthodes pour faire ça. Mais on veut le faire dans une façon complètement basée déjà sur les données. Et on peut entraîner un modèle IA, probabilistique, génératif, sur les données pour faire cette descente d'échelle dans une façon très pilotée par la propriété des données. Ça, c'est un exemple qu'on a montré, qu'on a utilisé les avancées récentes dans le champ de l'IA génératif, en particulier dans le champ de la domain adaptation, alignement de domaine, en particulièrement normalizing flows. Peut-être c'est normalisation des flux, ça c'est ce que PowerPoint m'a traduit. Mais je rentre pas dans les détails, mais ce qui est important et ce qui était neuf par rapport aux méthodes dans le champ existant, c'est que c'était non supervisé. Ça veut dire, on a étudié, on a fait un modèle pour température, un modèle pour précipitation. On avait donné les deux mailles pour chacun des variables, mais c'était pas obligatoire pour notre méthode d'avoir des images jumelées. Ça veut dire si j'ai une précipitation à grande maille un jour, je dois avoir le données au même jour, au même lieu, aux mailles fines. Les méthodes existantes utilisaient les données annotées comme ça ou labellisées comme ça. Pour nous, on a besoin que de données à haute maille et fine maille pour la même variable, mais on ne doit pas savoir s'ils étaient au même temps. C'était non supervisé au niveau du temps. Ça fonctionne mieux quand l'espace s'est aligné bien. On voit le boîte ici sur le sud-est des États-Unis. Après, c'était génératif et un petit peu entreprenable. Et que veut dire génératif? Alors, après avoir entraîné le modèle, j'ai une distribution de probabilité sur ces cartes de soit précipitation, soit température, soit à grand maille, soit à petit maille. Je peux échantiller de cette distribution ou je peux donner à entrer à le modèle déjà entraîné une carte, par exemple, de précipitation à grandes échelles pour après échantiller les cartes qui correspondent à fines échelles. Une façon d'entreprendre, c'est par exemple par l'interpolation temporelle. C'est ça que je montre ici. Alors, on a déjà entraîné le modèle. Puis, je lui donne que les images au gauche et au droite, qui sont les cartes de précipitation à fines échelles.
Alors, en fait, le modèle qu'on a entraîné, ça fonctionne dans tous les deux sens. Le réduire des échelles ou augmenter des échelles, parce que ce modèle peut faire tous les deux. Alors, on a donné cette carte à fine échelle, on l'a mappée sur notre espace latent, ça veut dire une représentation abstraite et peu dimensionnelle. Après, on peut conditionner sur cette image-là comme donnée d'entrée. Je peux échantiller, en fait, plusieurs images ici, mais un. Et même chose ici. Après, on a les lieux dans l'espace latent qu'on ne représente pas, mais on peut faire un chemin qui enchaîne les deux points de le premier temps et le temps après. Et en fait, il y a dans notre champ d'IA, dans les méthodes d'IA, après, il y a tout un débat et quelques théories de comment faire ce chemin-là. C'est intéressant, mais je laisse pour la discussion. Mais si on a une façon de marcher entre les deux, alors à chaque lieu, on peut échantiller soit à niveau fines échelles, soit au niveau hautes échelles. Et comme ça, on peut dire aux météorologues, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution temporelle aux grandes échelles de précipitation ou à fines échelles? Je voudrais dire que le problème d'un IA de confiance, un IA interprénable, c'est un champ de recherche actif dans le IA. Et en fait, beaucoup de demandes sont encore ouvertes, mais ça, c'est un exemplaire de comment interpréter un modèle. Bon, je suis presque à l'heure. OK. Par hasard, si vous faites déjà les IA et vous êtes venu pour l'intérêt sur le climat, je vous encourage parce qu'en fait, on développe des nouveaux algorithmes. On ne peut pas tout le temps utiliser ce qu'il y a déjà existant. Par exemple, j'ai un étudiant qui a montré que l'état de l'art dans la vision par ordinateur pour descendre d'échelle en temps, ça veut dire interpoler en temps un champ en espace de n'importe quelle donnée géospatiale. S'appuie beaucoup sur le flux optique qui est très bien pour les vidéos, comme la vidéo de Hollywood ou la vidéo que je prends avec mon cellulaire. Mais on peut voir que les données géospatiales n'ont pas la profondeur, les objets. Même qu'on a les objets dans les vidéos comme un chat qui marche, c'est pas comme un ouragan qui peut être complètement éphémère, un motif qui disparaît. Ça ne marche pas, et quand on utilise ce qu'il y avait dans la vision par ordinateur, déjà on a les artefacts, les traces qui cherchent des bords, des objets, ça ne marche pas. Alors il a dû inventer son méthode à lui, qui peut-être hallucine un petit peu, mais c'est quand même un petit peu plus physique. Et ça, c'est le données de sol. Et ça marche en quelques autres exemples. OK, j'ai juste un dernier message. Et ça, je rentre un petit peu activiste. Au moins aux États-Unis, il y avait un héritage d'injustice climatique. Et je crois que l'IA peut aussi lutter contre ça. La prochaine diapositive, c'est un petit peu difficile à regarder.
parce que un météorologue, Jack Sillen, aux États-Unis, a montré en couleur gris ou noir le pourcentage des Afro-Américaines dans les comtés américains et le radar de météo. Radar de météo, c'est cher, on n'a pas partout, mais c'est dans les cercles avec les radis montrés en vert. Et je lis, de nombreuses régions à majorité noire du sud-est des États-Unis sont relativement éloignées des sites radar de météo. Ce qui signifie qu'il est plus difficile de recueillir des informations sur les tempêtes qui ont un impact sur ces zones. Alors, déjà, n'importe lequel algorithme on va appliquer pour prévisoire, déjà le donné, c'est injuste, c'est pas équilibré et c'est un grand problème de manquance d'équité. Et je ne propose pas IA comme la solution. Il doit y avoir des solutions politiques, des leviers financiers et je ne veux pas jamais voir ce problème encore et ces enjeux politiques aux États-Unis. Mais je voudrais juste exhorter ceux qui travaillent dans ce champ-là d'utiliser l'IA pour lutter contre l'inégalité des données. Et ça peut se faire avec les méthodes non supervisées. On peut porter le profit, le bienfait des régions dont on a beaucoup de données à les régions dont les données est plus éparse. S'il y en a, on peut même les fine-tune ou les affiner les modèles avec les données limitées qu'on a dans ces régions de données faibles. Et ça, c'est aux échelles locales, mais aussi plus généralement comme philosophie, parce qu'on sait que les pays du Nord, ceux qui sont industrialisés, on a produit plus de carbone, mais les pays du Sud qui sont en développement sont déjà aux frontières des effets de changement climatique. Quand même, il y a généralement plus de données dans les pays du Nord. Alors, j'espère qu'avec l'IA et l'IA non supervisée, on peut entraîner les modèles pour porter les bienfaits et pour faire profiter les régions qui n'ont pas beaucoup de données. Et c'est mon équipe Boulder qui... quelques-uns ont fait les travaux ici et mon nouveau équipe ici. Et je vous remercie.